Très apprécié et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi, donc pour évoquer l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur les qualités physiques. Alors, avant de revenir sur l'organisation de mon topo, je vais juste le mettre en plein écran. Voilà, parce que finalement, on a décidé de passer par un document PDF plutôt que le PowerPoint, il y avait moins de problèmes. Donc, normalement, vous avez maintenant mon diaporama sous les yeux. Alors, bien sûr, une des questions qui se pose suite à cette période de plusieurs semaines où il y a eu confinement, puis déconfinement partiel, etc., eh bien, c'est de savoir dans quel état on va retrouver les joueurs et les joueuses quand on va pouvoir vraiment reprendre l'entraînement, ce qui, on l'espère, ne devrait plus trop tarder, ou du moins, ça se compte plus en mois, maintenant, ça sera peut-être en semaines. Donc, la question, c'est de savoir dans quel état on retrouve les joueurs et les joueuses afin de fixer des objectifs de reprise et de développement des qualités physiques qui soient réalistes, qui soient efficaces et puis surtout qui soient sécuritaires, bien sûr, pour prévenir les blessures. Alors, pour avoir une idée de cet état, il y a différentes stratégies. Bien sûr, on peut évaluer, on peut faire des tests. Le problème des tests, quand ils viennent après une période d'arrêt ou de diminution d'activité physique spécifique assez prolongée, c'est que, déjà, si ce sont des tests maximaux, ils vous exposent à la blessure. Et puis deux, il y a de fortes chances que vous sous-estimiez le niveau réel des joueurs et des joueuses. Donc, évaluer tout de suite, comme ça, après une période aussi longue et aussi particulière que cette période de confinement, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. À partir de là, si on veut estimer le niveau des joueurs, il faut avoir une idée, même générale, de l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur les différentes qualités physiques. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner? Est-ce que toutes les qualités diminuent ou se désadaptent à la même vitesse? Donc, ça va être l'objectif, finalement, de ce temps maintenant que l'on va passer ensemble. Alors, dans un premier temps, je vous ai mis le sommaire finalement de cette présentation. Je vais commencer par vous définir ce qu'est le désentraînement. Vous verrez que c'est un état. Et puis, assez rapidement, on va passer à l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur différentes dimensions. Plutôt que de vous faire à l'après-vert avec toutes les qualités physiques une par une et puis quel est l'effet de l'arrêt de l'entraînement, je les ai plutôt regroupés par grandes catégories. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on diminue la charge d'entraînement ou qu'on l'arrête complètement sur le moteur et la cylindrée de votre moteur? Donc là, on va plutôt parler d'aptitude aérobie et de VO2 max, consommation maximale d'oxygène. Je vais y revenir. Ensuite, on va aborder la question du carburant. Quand on fait de l'activité physique, on a différents types de carburants, deux essentiellement, le super et le diesel, donc les glucides et les acides gras. Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue? Et quelles sont les conséquences pour la performance à l'entraînement et en match éventuellement? Et puis enfin, on va s'intéresser à la question du rendement, de notre efficacité à nous déplacer en dépensant le moins d'énergie possible. Et là, ça va nous permettre d'aborder l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur le profil neuromusculaire et les qualités de force, de puissance et d'endurance de force. Donc voilà un peu comment j'ai organisé ce premier temps un peu plus théorique avant la période de questions. Alors, déjà, qu'est-ce que le désentraînement? Alors, comme je disais, c'est un état, c'est un nom commun, le désentraînement, c'est pas un verbe. On ne se désentraîne pas, on arrête de s'entraîner et cet arrêt de l'entraînement, en fonction de sa durée, va induire un état plus ou moins spécifique. Et cet état, il se caractérise par une perte partielle ou totale, ça va dépendre bien sûr de la durée de l'arrêt de l'entraînement, des adaptations induites par l'entraînement, suite à l'arrêt du processus d'entraînement. Donc, c'est la définition que l'on utilise généralement pour caractériser ce qu'est le désentraînement. Alors, comme je vous disais, à partir de là, on va voir quel est l'effet de cet arrêt de l'entraînement sur différentes qualités physiques. Et pour ce faire, je suis parti d'un modèle de la performance. Alors, comme vous le voyez, c'est plutôt un modèle qui a été développé à partir de la course à pied, mais c'est un modèle qui est générique, c'est-à-dire il concerne aussi bien les coureurs que les cyclistes, que les spécialistes de sport collectif, et puis il concerne aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les personnes âgées. Donc vous voyez, c'est vraiment un modèle générique. Alors de façon générale, on va considérer que notre niveau de performance physique, il est déterminé en grande partie, pas seulement, en grande partie seulement, par 4 paramètres.
Le premier, alors je vais essayer de bouger ma souris, peut-être que vous la voyez à l'écran. Le premier, sur la gauche, c'est donc VO2 max. VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène, c'est la cylindrée de votre moteur. Plus cette cylindrée est élevée, eh bien, meilleure est votre performance dans les épreuves de courte, moyenne et longue durée. Il y a vraiment cette notion de durée. Le deuxième facteur de la performance, ça va être l'endurance. L'endurance, même chose, c'est une qualité qui est générique, hein. C'est la capacité d'utiliser un pourcentage élevé de son maximum. Si on parle d'endurance aérobie, dans ces cas-là, le maximum, c'est VO2 max. Donc, l'endurance aérobie, c'est la capacité de maintenir un pourcentage élevé de VO2 max pendant toute la durée de l'épreuve, de l'entraînement. Si on parle d'endurance de force, là, le maximum, ça va être le 1RM. Donc, ça va être la capacité de faire le maximum de répétitions à un pourcentage donné de 1RM, par exemple, etc. Donc, le deuxième facteur, c'est l'endurance aérobie. Et enfin, le troisième facteur, ça va être votre capacité à vous déplacer de façon efficace. C'est ce qu'on appelle le coût énergétique ou le coût métabolique, ça dépend, qui va tenir compte d'un grand nombre de facteurs. Ça va tenir compte bien sûr de votre technique. Si on a une gestuelle qui est efficace, que ce soit pour se déplacer avec ou sans ballon, c'est évident que ça nous coûtera moins d'énergie, on s'épuisera moins vite que si on n'est pas bon techniquement ou qu'on a une technique de déplacement qui n'est pas très bonne. Donc, ça va dépendre bien sûr de la technique, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres morphologiques, de la nature du sol, etc. Mais ça va dépendre aussi en grande partie des qualités de force. Plus la force maximale est élevée, meilleur est notre coût énergétique. Plus la puissance maximale est élevée, meilleur est notre coût énergétique également. Donc, c'est pour cette raison qu'on va aborder également cette notion de profil neuromusculaire avec la force max, la puissance max, puis on parlera un petit peu d'endurance de force également. Donc, c'est le modèle que l'on va utiliser pour la suite. Alors, on va commencer par la cylindrée de votre moteur, et donc le premier paramètre à votre gauche, qui est VO2 max. Alors, on va faire un tout petit peu de physiologie, mais vraiment 3 fois rien. VO2 max, c'est déterminé par 2 grands paramètres. Déjà, il va dépendre de la capacité de votre cœur à envoyer beaucoup de sang vers le muscle qui travaille. Donc au foot, pour l'essentiel, bien sûr, ça va être les jambes, le membre inférieur. Et cette capacité du cœur à envoyer une grande quantité de sang vers le muscle qui travaille, c'est ce qu'on appelle le débit cardiaque, qui est noté ici, QC. Ce débit cardiaque, il dépend lui-même de 2 facteurs. La quantité de sang que le cœur, le ventricule gauche du cœur, enfin le cœur, on va dire, envoie à chaque fois qu'il se contracte. Plus on a de sang et plus le cœur est fort, plus on va envoyer de sang à chaque contraction. Et bien sûr, le nombre de fois où il se contracte par minute. Plus la fréquence cardiaque maximale est élevée, plus le débit cardiaque également va être élevé. Okay. Donc ça, c'est le premier facteur qui va déterminer votre cylindrée. Et on va voir ce qui se passe, bien sûr, quand on arrête de s'entraîner. Le deuxième facteur, vous voyez un acronyme un peu barbare, hein, A-VO2, c'est tout simplement la capacité du muscle, donc le cœur envoie du sang vers le muscle à l'effort, ce facteur qui est périphérique, qui est spécifique au muscle entraîné, il va représenter sa capacité à extraire et à utiliser l'oxygène que lui amène la circulation. D'accord ? A, c'est la quantité de sang qu'il y a dans les artères, V, c'est la quantité de sang qu'il y a dans les veines, dans le sang veineux. Et plus la différence entre les deux est importante, plus vos muscles ont été capables d'extraire et d'utiliser de l'oxygène, et donc de produire de l'énergie. Et on va voir ce qui se passe également quand on arrête de s'entraîner. On commence par VO2 max de façon générale, avant de voir ces différents facteurs. Mais comme vous voyez ici, dans cette étude qui a été réalisée par Edward Coyle, un collègue américain qui avait suivi ici des cyclistes de niveau, on va dire, interrégional à national, mais qui n'étaient pas des athlètes de haut niveau. Vous voyez, il les a mesurés pendant quand même un certain nombre de jours, près de 80 jours, après l'arrêt de l'entraînement. Donc là, ils étaient au pic de leur forme, on va dire. Donc, vous voyez, ils étaient 4,2 litres par minute de cylindrée. Et on voit que le VO2 max diminue de façon exponentielle. Ça diminue un peu plus rapidement au début, et puis à la fin, on atteint une sorte de seuil de valeur asymptotique, qui fait que ça diminue beaucoup moins. Donc, ça, c'est la façon dont on se désadapte de façon générale au niveau de notre cylindrée. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette diminution pour voir justement en termes de contenu d'entraînement ce que l'on peut proposer?
Vous vous souvenez que VO2 max, c'est d'abord déterminé par ce débit cardiaque. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la capacité du cœur à envoyer beaucoup de sang vers le muscle qui travaille? Ça va être déterminé donc par la quantité de sang de l'organisme et puis par la fréquence cardiaque. Quand on s'entraîne, l'une des premières adaptations que l'on obtient, qui est très rapide, ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines, eh bien, c'est qu'on va avoir plus de sang. Donc, à la reprise de l'entraînement, il va vous suffire de quelques séances pour que votre volume sanguin augmente. Donc, forcément, quand on arrête de s'entraîner, une des premières des adaptations que vous observez, c'est une diminution de votre volume sanguin. C'est ce que l'on voit sur cette figure. Vous voyez, j'ai pris plusieurs études qui ont évalué ce paramètre à l'arrêt de l'entraînement. C'est des coureurs essentiellement et des cyclistes à différents moments. Et vous voyez que ici, 0, c'est le niveau initial. Donc, si on est dans la partie haute de la figure, ça veut dire qu'on a une augmentation de la quantité de sang. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'entraîne. Et vous voyez, quand on arrête de s'entraîner, il suffit de quelques jours pour que cette quantité de sang retourne quasiment au niveau initial. Donc, très vite, on perd en volume sanguin. Quelles vont être les conséquences? Ici, sur cette figure, vous avez l'évolution, toujours dans la même étude de Coyle avec les cyclistes, eh bien, vous avez l'évolution du volume d'éjection systolique. Donc, c'est la quantité de sang expulsée par le ventricule gauche, le cœur, à chaque fois qu'il se contracte. Forcément, si j'ai moins de sang, je vais expulser moins de sang. Et c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez la figure violette. Eh bien, très rapidement, cette quantité, ce volume diminue et on est revenu au niveau initial quasiment après 3 semaines, 2 à 3 semaines d'arrêt de l'entraînement. Mais déjà, au bout d'une semaine, ça a pas mal diminué. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque, elle va essayer de compenser cette perte de sang, cette perte de volume éjecté, pour maintenir quand même la quantité de sang qui va vers les muscles. C'est pour cette raison, vous voyez, quand on arrête de s'entraîner, la fréquence cardiaque, elle augmente. Elle augmente pour compenser le fait qu'à chaque battement, il y a moins de sang. Donc, on va essayer d'augmenter du coup le nombre de battements. Et vous voyez que c'est vraiment une figure en miroir. Au bout de 2-3 semaines, on est revenu quasiment au niveau initial. Est-ce que ça suffit pour compenser la perte de volume d'éjection systolique? Vous voyez, la réponse est non. Au bout de 2 à 3 semaines, on est quasiment revenu au niveau initial, au niveau du débit cardiaque. C'est-à-dire que le cœur envoie beaucoup moins de sang vers le muscle qui travaille. Et qui dit moins de sang, forcément, dit moins d'oxygène à disposition pour produire de l'énergie. Donc, au niveau de notre premier paramètre, vous voyez que ça diminue assez rapidement. Qu'en est-il maintenant au niveau du deuxième paramètre? La capacité du muscle à extraire et à utiliser le sang qu'on lui amène. Alors ici, j'ai remis la figure pour voir l'évolution globale de VO2 max. Ici, j'ai remis la figure pour vous remémoriez l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur le débit cardiaque. Et bien, cette capacité, vous voyez, du muscle à extraire et à utiliser l'oxygène, elle évalue de façon complètement différente. Au début, elle est très stable. Elle n'est pas modifiée. Elle augmente même un petit peu. Mais pendant 5 semaines, 6 semaines, il n'y a pas de modification. Le muscle conserve cette qualité. Et c'est au bout de 5-6 semaines, simplement, que là, il commence à se désadapter. Et vous voyez, on a une diminution progressive de cette capacité. Donc, au total, qu'est-ce qui se passe pour la cylindrée moteur? Ici, j'ai repris tous ces résultats, sauf que avant, vous les aviez, si je reviens sur la diapositive d'avant, vous voyez, c'était les vraies valeurs, 28, 4, etc. Là, ici, eh bien, je les ai convertis en pourcentage. Donc là, 0, c'est le niveau initial. Quand ça augmente, c'est qu'on a une augmentation de la valeur. Ou bien sûr, quand on est à la partie basse de la figure, c'est qu'on a une diminution. VO2 max est en noir. Donc, on a une diminution continue. On voit qu'au début, pendant 1 mois à peu près, cette diminution de VO2 max, elle s'explique quasiment uniquement par la diminution du débit cardiaque, qui est en vert. Ensuite, débit cardiaque, au bout de 3-4 semaines, il ne bouge plus. Pourtant, VO2 max continue de diminuer. Et au bout de 3-4 semaines, eh bien, ce qui va expliquer cette diminution de VO2 max, cette fois-ci, c'est votre muscle qui va se désadapter. C'est la courbe violette où on voit effectivement sa capacité à extraire et à utiliser l'oxygène, elle diminue. Et c'est vraiment en miroir également. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, c'est vraiment des adaptations du muscle qui expliquent la diminution de VO2 max. Donc, vous voyez que cette diminution de la cylindrée, elle est continue, mais elle s'explique par des facteurs différents.
Dans un premier temps, elle s'explique par des facteurs centraux, non spécifiques aux muscles entraînés, c'est le débit cardiaque. Et dans un deuxième temps, au bout de 5-6 semaines, elle s'explique par des facteurs périphériques. Là, c'est votre muscle qui perd ses capacités, ses adaptations. Donc, bon, ça peut être lié à différents facteurs, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ça, c'est intéressant en termes de contenu qu'on peut proposer à l'entraînement. Parce que tant que ce n'est pas spécifique au muscle entraîné, si on ne peut pas courir, imaginons à cause d'une blessure, ou parce qu'on n'a plus de terrain de foot et qu'on est chez soi, on peut peut-être quand même essayer de maintenir ces qualités cardiovasculaires, centrales, par d'autres activités. Pédalage avec le bras, circuit traîné avec le haut du corps, etc. Ça va vous permettre de stimuler quand même votre système cardiovasculaire, de maintenir la quantité de sang ou d'éviter qu'elle diminue de trop, et à partir de là, de maintenir toutes les autres adaptations. D'accord ? Donc, vous voyez, quand on a un arrêt de 3 à 4 semaines, il ne faut pas trop s'inquiéter au niveau musculaire. C'est plutôt au niveau cardiaque qu'il faut mettre l'emphase et trouver des méthodes d'entraînement alternatives. Bon, là, bien sûr, on pourrait revenir. La difficulté, c'est que la période de confinement ou d'entraînement réduit, elle a été plus longue. Et tout le monde n'est pas comme les athlètes de haut niveau qui ont eu des programmes pendant cette période. Certains ont tout simplement arrêté de s'entraîner. Donc, la cylindrée du moteur diminue. Qu'en est-il maintenant au niveau de notre mélange de carburant ? Il faut savoir que le carburant qu'on utilise, c'est soit des glucides, qui permettent vraiment d'être très performants, mais on a des réserves limitées, donc on ne peut pas durer longtemps, soit des lipides. On est moins performant, par contre, on peut durer très longtemps. Pour déterminer la quantité de glucides et de lipides que vous utilisez quand vous faites un exercice, eh bien, on mesure avec un masque, un appareil, la consommation d'oxygène, et on va calculer un indice qui s'appelle le quotient respiratoire, peu importe la méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce quotient respiratoire, on a un tableau qui nous indique qu'en fonction de sa valeur, imaginons 0,85, eh bien, on utilise à peu près 50% de glucides, 50% de lipides. Si on est à 0,75, on utilise quasiment 90% de lipides. Et à l'inverse, si on est à 0,95, c'est 84% voyez, de glucides. Donc, c'est un tableau qui nous permet de voir comment évolue notre mélange de carburant, parce que c'est toujours un mélange de carburant. Quand on s'améliore, qu'est-ce qui se passe ? Quand on s'améliore, imaginons qu'au début de l'entraînement, je suis à 0,85, à peu près à 50-50, entre les glucides et les lipides. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon quotient respiratoire va diminuer. C'est-à-dire que je vais utiliser plus de lipides pour me déplacer à une vitesse donnée. Ce qui est intéressant, parce que ça va me permettre d'économiser mes réserves de glycogène, de sucre, finalement. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner ? Bien sûr, vous vous en doutez, c'est l'inverse. On retrouve la figure un peu comme vous l'avez déjà vu. J'ai pris différentes études qui ont mesuré justement le quotient respiratoire à différents moments. Quand on s'améliore, ce quotient respiratoire, il diminue. Forcément, quand on arrête de s'entraîner, il réaugmente. Et vous voyez qu'au bout d'une semaine, à peu près, une semaine, 10 jours, eh bien, on revient au niveau initial. C'est-à-dire qu'à nouveau, on va avoir besoin de plus de glycogène, plus de sucre. Quand on fait un exercice à une intensité donnée. Ok, on a besoin de plus de glycogène, de sucre, mais qu'en est-il de notre réservoir de glycogène ? Donc le glycogène, en fait, c'est un amas de sucre. Le glucose, il n'est pas stocké comme glucose dans le muscle ou dans le foie, il est stocké en glycogène. C'est un amas, un gros paquet de glucose finalement. Forcément, quand on arrête de s'entraîner, quand on s'entraîne, les réserves de glycogène dans le foie et dans le muscle augmentent. Quand on arrête de s'entraîner, c'est l'inverse. C'est ce que vous voyez ici. Les réserves de glycogène diminuent comme la neige au soleil. Ils fondent comme la neige au soleil. Ça diminue assez rapidement. D'accord ? Donc, si on résume au niveau du carburant que vous utilisez, alors on oublie GLUT4, tout ça, j'ai oublié de l'enlever, on voit qu'on a un glissement qui fait que pour une même intensité, on va avoir besoin de plus de glucides. Et en parallèle, on a des réserves de glucides qui sont plus petites. Donc, ça va induire, bien sûr, un épuisement précoce de vos réserves de glycogène. Donc, si on parle d'un match, ça veut dire qu'éventuellement, on peut rester performant juste du point de vue du carburant, du moins au début du match, sur une mi-temps, mais certainement pas de mi-temps. Et puis, l'autre impact que ça va avoir, ça va être l'impact sur l'endurance aérobie. Vous vous souvenez, l'endurance, c'est la capacité de maintenir un pourcentage élevé de VO2 max pendant toute l'épreuve, d'avoir une intensité moyenne la plus élevée possible. C'est déterminé par un grand nombre de paramètres, notamment
la thermorégulation, la capacité à bien réguler sa température, mais ça dépend aussi des réserves de glycogène. Plus j'ai des réserves importantes, plus je suis endurant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, je vais passer ici directement. Là, c'est une mesure où on va évaluer, doser la lactatémie pour un type de protocole particulier. On sait que quand on s'améliore, la vitesse qui correspond à cette lactatémie, elle diminue. Eh bien, là, on voit que c'est l'inverse. Effectivement, quand on a un arrêt de l'entraînement, eh bien, on va avoir une dégradation de l'endurance aérobie qui est liée en partie au fait que nos réserves de glycogène sont plus petites et qu'on a besoin de plus de sucre. D'accord? Donc, au niveau du carburant, vous voyez que quand on arrête de s'entraîner, il y a une transformation qui fait qu'on va avoir un impact significatif sur notre capacité à durer et à maintenir une intensité moyenne qui est élevée. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de rendement, et notamment d'aptitude neuromusculaire. Donc le rendement, c'est la capacité de consommer peu d'énergie pour se déplacer à une vitesse donnée, donc d'être vraiment efficace. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ça dépend en grande partie du profil neuromusculaire. Alors bien sûr, au foot, le profil neuromusculaire, être fort, être puissant, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert à être rapide au sprint, ça sert également à avoir une bonne capacité à répéter des sprints. Parce que généralement, on sait que cette capacité à répéter des sprints, elle dépend en grande partie de votre vitesse maximale. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va s'intéresser aux trois types de force, ou aux trois facettes finalement de votre profil musculaire. La force maximale, donc c'est la force la plus élevée que le système neuromusculaire est en mesure de produire. Vous avez la définition sous les yeux, lors d'une contraction musculaire volontaire. Donc, j'insiste sur le système neuromusculaire. Ce n'est pas seulement le muscle, c'est aussi beaucoup le cerveau. On va aborder également la puissance maximale. Donc, cette fois-ci, c'est la capacité du système neuromusculaire à vaincre une résistance par une contraction très rapide qui permet d'atteindre la puissance maximale. Donc, la puissance maximale, c'est le produit de la force par la vitesse. Et généralement, cette puissance maximale, qui va être très reliée à votre capacité à sauter haut, à votre capacité à accélérer très rapidement, eh bien, cette puissance maximale, on l'atteint pour un niveau de force qui est aux alentours de 30 à 50% de 1 RM, de votre force maximale. Donc, vous voyez que c'est une force qui est relativement faible. Par contre, c'est là qu'on est capable d'aller vraiment très, très vite. Donc, on va regarder ce qui se passe pour la puissance maximale. Puis, enfin, l'endurance de force, c'est la capacité à faire un grand nombre de répétitions à un pourcentage donné de la force max. Alors, nous avons publié il y a quelques années, en 2013, une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse et comment lire ce type de graphique? Une méta-analyse, simplement, c'est qu'on a constaté que dans la littérature scientifique, il y avait beaucoup d'articles qui s'intéressaient à l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur les qualités neuromusculaires. Par contre, il y avait beaucoup d'hétérogénéité, c'est-à-dire que certaines utilisaient des arrêts de l'entraînement de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, etc. Et du coup, c'est difficile d'avoir des conclusions assez précises. Donc, une méta-analyse, ça consiste à prendre tout ce qui a été publié sur ce thème, à coder tous les articles, et puis après, on peut faire un certain nombre d'analyses statistiques. Ici, vous avez le résumé. On a l'effet moyen. Quand c'est 0, donc le trait qui est en haut, eh bien, on considère qu'il n'y a pas eu de modification de la force max. J'ai beau m'arrêter de m'entraîner, ça ne bouge pas. Quand ça va vers le haut, supérieur à 0, c'est qu'on a une amélioration. En revanche, quand ça diminue, c'est qu'on a une dégradation de la force maximale. Et là, je vous ai mis des petits repères statistiques. Quand on est entre 0 et cette zone, eh bien, on considère qu'il n'y a pas de diminution. Une petite diminution ici, une diminution modérée, une diminution élevée. Donc là, vous avez les mesures de force max, 1 RM par exemple. On voit que pendant 2 semaines, 2 à 3 semaines à peu près, c'est maintenu, cette force maximale. Par contre, à partir de 3 semaines à 4 semaines d'arrêt de l'entraînement, donc on est dans cette zone ici, là on voit que ça commence à diminuer de façon significative et progressive. D'accord? Une petite diminution au début, une diminution modérée, puis une diminution importante. Donc cette force maximale, on va considérer que tant que ça ne dépasse pas 4 semaines, globalement, on peut considérer qu'elle est maintenue. Mais au-delà de 4 semaines, on a des désadaptations à la fois musculaires et nerveuses, donc liées au cerveau, qui vont faire qu'elle diminue. Qu'en est-il de la puissance maximale? La puissance maximale, là, vous voyez, c'est un profil un petit peu différent. On voit que déjà, alors il n'y a aucune étude qui a regardé l'effet d'un arrêt d'une semaine, mais 2 semaines,
hein, on peut être surpris, mais on voit qu'on a une tendance à améliorer la puissance maximale. Ce qui n'est pas surprenant, parce que là, pour être puissant, il faut que le cerveau soit reposé, parce que c'est vraiment lui qui va solliciter de façon maximale votre muscle, avec une vitesse très élevée. Or, quand on s'entraîne souvent, ben, cette capacité du cerveau à générer des trains électriques très, très fréquents, très importants, elle est un petit peu altérée. J'arrête de m'entraîner, ben là, le cerveau récupère et on voit l'impact tout de suite sur la puissance. On s'améliore. Par contre, au bout de 1 mois ou 6 semaines, ben là, vous voyez, petit à petit, ça va diminuer. Et globalement, ça ne diminue pas tant que ça. Vous voyez, la puissance maximale, elle diminue quand même, mais par rapport à la force max, elle diminue moins. Enfin, l'endurance de force, ben là, par contre, elle diminue de façon beaucoup plus importante. Pendant 2 semaines, c'est à peu près maintenu, mais dès la 3e semaine, là, on a une diminution importante de la force max. Et vous voyez, qui va être linéaire, c'est-à-dire que voilà, quand on est à plus de 200 jours, là, ce n'est pas le cas, heureusement, hein, avec cette période qu'on vient de vivre, mais là, on a des diminutions vraiment très importantes. Si on met ces 3 figures les unes à côté des autres, vous voyez que si on prend un arrêt de 4 semaines, par exemple, globalement, on peut considérer que la force max n'est pas trop altérée. La puissance max, globalement, elle est assez maintenue. Par contre, l'endurance de force, déjà, elle commence à bien diminuer. Ça veut dire que quand vous faites une séance, les joueurs sont capables quand même de solliciter des intensités élevées. Par contre, là où avant, vous faisiez peut-être, je ne sais pas, 4, 6 répétitions, ils vont faire 2 ou 3. Ils seront moins endurants, mais ils seront capables de maintenir la qualité. Par contre, dès que l'arrêt est supérieur à 4 semaines, ben là, il y a à la fois l'intensité et la qualité qui va commencer à baisser. Est-ce qu'il y a un effet de l'âge? Parce que tout le monde n'entraîne pas des athlètes de haut niveau qui ont 20, 25 ans, voire 30 ans. Hein. On peut aussi entraîner des joueurs qui peuvent être, ou des joueuses qui peuvent être beaucoup plus âgés. Ben, dans l'étude qu'on avait faite, on avait mis 2 catégories. Les moins de 65 ans, les plus de 65 ans. Globalement, c'est la désadaptation est plus importante quand on a plus de 65 ans. Donc, si vous accompagnez des personnes plus âgées, eh bien, il faut savoir qu'ils se sont plus désadaptés, donc il va falloir encore prendre un peu plus de temps pour revenir au niveau initial. Est-ce qu'il y a un effet du niveau de condition physique entre les sédentaires, des actifs ou des athlètes? Oui, mais en fait, ce n'est pas forcément les athlètes qui se désadaptent le plus. Ce sont ceux qui étaient peu entraînés avant, donc ils étaient inactifs, ils se sont entraînés, mais pendant 6 semaines, 8 semaines, et ils s'arrêtent, ben là, ils perdent tout très vite. Quand on a un athlète de haut niveau, on perd, mais moins vite que les autres malgré tout. Est-ce qu'il y a un effet du sexe si on compare les hommes et les femmes? Non, c'est exactement la même chose que vous travaillez avec des joueurs ou avec des joueuses. Donc vous voyez que globalement, ben, l'effet de l'arrêt de l'entraînement, il va avoir un impact sur la cylindrée du moteur, assez rapide, mais vous voyez pour des raisons différentes à chaque fois au cours du temps. Il va avoir un impact sur l'endurance, essentiellement grâce à son impact, à cause de son impact sur le carburant qu'on utilise. Et puis en fait, enfin, il va avoir un impact sur votre profil neuromusculaire et donc votre efficacité quand vous vous déplacez. Donc vous êtes moins efficace, ce qui fait que vous allez avoir besoin encore plus de glucose, mais avec des réserves qui sont moindres, donc on va s'épuiser beaucoup plus rapidement. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme élément pour avoir cette idée globale dont je parlais sur l'effet de l'arrêt de l'entraînement sur les qualités physiques. Après, quelques points quand même à garder à l'esprit. C'est que très peu de ces études ont été réalisées chez des athlètes de haut niveau. Et il faut le savoir, parce que ce n'est pas évident, bien sûr, d'avoir accès à cette population. Ensuite, le confinement, c'est beaucoup plus qu'un arrêt de l'entraînement. Parce que le confinement, même si certains, bien sûr, ont pu continuer à s'entraîner, ben, il ressort d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées chez des athlètes de haut niveau, quels que soient les sports, qu'il s'est accompagné également de modifications des habitudes alimentaires assez importantes et surtout de la qualité du sommeil, avec un coucher beaucoup plus tard, une dégradation de la qualité du sommeil. Donc on peut imaginer que l'impact a été beaucoup plus grand. Enfin, il y a très peu de choses dans la littérature sur les aspects fonctionnels, notamment au niveau des ischios. Là, à aucun moment je vous ai parlé des ischios. Et on peut avoir un certain nombre de joueurs qui ont maintenu leur qualité physique chez eux. Ils avaient un vélo, imaginons, etc. Par contre, ils n'ont pas été en mesure de faire de vitesse, par exemple, ou d'entraîner leurs ischios de façon spécifique à l'accélération, au sprint, etc. Donc là, on a peu de données,
Or, on voit bien avec les championnats qui ont déjà repris, hein, il y a une flopée de blessures au niveau des ischios qui fait que là, il y a un point de vigilance vraiment très particulier qu'il faut avoir. Voilà ce que j'avais à vous dire comme élément pour cette partie. Super. Merci beaucoup Laurent. Ça permet d'un peu mieux comprendre au niveau physiologique ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer chez les joueurs. Et on espère que ça permettra d'avoir quelques billes sur la reprise. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie Q&R sur ces effets du désentraînement et du confinement, même si là-dessus, évidemment, on n'a pas vraiment de réponse. Et sur comment on va pouvoir reprendre l'entraînement. Et d'ailleurs, moi, à ce propos-là, j'ai une question, Laurent. En fait, tu as parlé des effets sur le volume sanguin dans un premier temps. Donc, une désadaptation d'abord centrale avant une désadaptation périphérique. Est-ce que pendant la reprise de l'entraînement, il faudra d'abord aller chercher des adaptations centrales avant d'aller provoquer des adaptations périphériques? Et si oui, avec quel type d'entraînement on peut faire ça? Est-ce que tu as des recommandations à faire à ce niveau-là, au niveau de la reprise? Alors, je pense que ce n'est pas la peine de vouloir cibler spécifiquement à la reprise de l'entraînement les adaptations centrales, puis ensuite les adaptations périphériques. En fait, il faut reprendre l'entraînement de façon progressive, euh, en, surtout progressive, voilà, individuelle et progressive. Et quand on va, au fur et à mesure, on va s'améliorer, ce sont de toute façon d'abord les adaptations centrales qui vont arriver, quel que soit le type de sollicitation qu'on va utiliser. C'est d'abord l'impact sur le système cardiovasculaire, où on va augmenter la quantité de sang. Très vite, on va voir que pour une même vitesse, notre fréquence cardiaque va diminuer, etc. Et c'est seulement au bout de 3, 4 semaines, voire un peu plus, que là, on va voir vraiment des adaptations périphériques vraiment significatives. Donc, de toute façon, c'est la séquence d'adaptation. Ce qui fait que le maître mot, c'est surtout de reprendre de façon progressive et surtout sécuritaire. Et être patient. Super, merci beaucoup. Il y a une question là chez les participants, chez les spectateurs. Tu as parlé des substrats. Et est-ce que en fait il y a une stratégie alimentaire à mettre en place à la reprise? Parce que puisqu'on va on va avoir une diminution des stocks de glycogène par exemple, est-ce que ça, on peut contrecarrer ça en augmentant l'apport en glucides au niveau alimentaire? Est-ce qu'on a une connaissance de ça ou pas du tout? Alors, les stocks de glycogène, ils vont dépendre de plusieurs choses. Ils vont dépendre bien sûr de ce que l'on mange. Enfin, si on ne mange pas de glucides, on risque pas, enfin, on peut quand même fabriquer du glycogène à partir d'autres molécules, mais c'est vrai qu'il y a la quantité de glucides que l'on mange, c'est pour ça que c'est un constituant important de la ration des joueurs et des sportifs de façon générale. Ensuite, il y a des aspects liés au nombre de transporteurs de glucides que l'on a au niveau des muscles. Ces glucides, il faut pouvoir les faire passer du sang aux muscles et l'entraînement va augmenter ce nombre de transporteurs. Et puis, enfin, surtout, si on ne s'entraîne pas, comment dire, on aura beau manger des glucides, s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y aura pas de stockage sous forme de glycogène. Et tous les glucides que l'on consommera et qui ne seront pas stockés sous forme de glycogène parce qu'on aura fait de l'activité physique au préalable, ils vont être stockés sous forme de graisse. Donc, le maître mot, encore une fois, c'est la progressivité, c'est adapter sa ration alimentaire à la dépense énergétique. C'est ça qui n'était pas évident pendant la période de confinement. C'est qu'au début, on s'est entraîné beaucoup moins, mais on a maintenu nos habitudes alimentaires, parce que ça prend toujours 2-3 semaines à peu près pour que l'appétit se régule. Donc là, déjà, on voit un décalage, donc on a des modifications de la composition corporelle. Donc voilà, le tout, c'est toujours d'ajuster les deux. Je reprends l'entraînement progressivement. Il ne faut pas que je reprenne tout de suite ma ration comme elle était avant, en me disant, je vais consommer plus de glucides, donc je vais refaire tout de suite des stocks de glycogène. Non, si j'ai repris progressivement, j'en ai pas besoin de tant que ça pour le moment, donc ça sera stocké sous forme de graisse. Donc voilà, il faut toujours y aller comme ça, petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'ajuster l'un à l'autre et puis de profiter aussi des fenêtres métaboliques. L'idée, c'est toujours d'essayer de consommer les glucides dans les 1h30, 2 heures qui suivent l'arrêt de l'entraînement, enfin la fin de l'entraînement. Ok, super, merci beaucoup. Il y a une question là qui est tombée. Alors là, on est plus sur la suite et la fin de la période qu'on est en train de vivre avant la reprise de l'entraînement.
en fait, je vais aussi rebondir sur une expérience personnelle, en tout cas qui m'a été rapportée, de joueurs qui ont déjà repris, et où en fait les diminutions au niveau physique n'étaient pas si importantes que ça, parce qu'ils ont suivi un programme d'entraînement assez intensif chez eux, parce qu'ils pouvaient le faire, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une stratégie sur les semaines qui viennent, avant la reprise de l'entraînement, pour soit commencer sa réadaptation, soit limiter ces effets du désentraînement dans les semaines qui vont venir et qui vont continuer avant une reprise en club. Là, il y a une question, par exemple, sur l'entraînement par occlusion. Chez des gens qui auraient les moyens de le faire, est-ce que c'est des méthodes qui peuvent être utiles ou pas? Et quelles sont les recommandations au niveau des semaines à venir pour limiter ces effets du désentraînement? Est-ce qu'il faut faire une séance par semaine, 2, 8, je ne sais pas. Alors, bon, là, la question est assez large, mais il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on a maintenu sa condition physique qu'on reste un joueur en forme. Il y a un aspect de spécificité qui est très important. Et ça, notamment, on l'a vu chez les gyms. Donc, on en avait parlé avec le directeur de la performance à la Fédération française de gym, Franck Legras. Et lui, ce qu'il mentionnait, c'est que pendant la période de confinement, ils ont mis en place tout un système, justement, comme là, de webinaires ou d'accompagnement à distance de tous leurs gyms en développement. Donc les futurs athlètes de haut niveau, ce qui fait qu'ils étaient en super forme physique, vraiment. Mais être en forme physique, ça fait pas d'eux des gymnastes. Et justement, il y avait un risque de blessure majeure à la reprise. Il y aura un risque de blessure majeure à la reprise parce que physiquement, ils sont en pleine possession de leurs moyens, mais techniquement et au niveau des repères visuels, spatio-temporels, etc., ils sont complètement désadaptés parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés aussi longtemps. Ils sont complètement désadaptés, donc là, ils risquent de se blesser. Ben, c'est exactement la même chose pour le foot. On peut effectivement maintenir les qualités de force. Hein. Il suffit que chez soi, on ait quelques haltères, etc. En demi-squat, on peut avoir maintenu sa force max, sa puissance max, voire même progresser. Mais le risque, c'est que dès qu'on reprend une motricité de footballeur et non plus la motricité de quelqu'un qui lève des poids, ben oui, c'est bien de pouvoir générer une puissance importante. Mais sauf que quand on se déplace de façon horizontale, ben, quand on génère une puissance importante, la conséquence, c'est quoi? C'est que derrière, les ischios, ben, il faut qu'ils soient capables de freiner la jambe, sinon ils lâchent. Voilà, c'est pas parce qu'on est resté en forme qu'on est fonctionnel, on va dire, quand on revient sur le terrain. Donc ça, il faut être très prudent. C'est pour ça que beaucoup de staff, finalement, considèrent que la reprise, eh bien, c'est comme une phase de réathlétisation. On fait comme si les joueurs avaient été blessés, on reprend les protocoles de réathlétisation, même si un joueur arrive en forme, parce qu'encore une fois, oui, il vient en forme physiquement, mais ce qu'on veut, c'est pas développer des athlètes, c'est avoir des joueurs de foot avec la motricité spécifique du foot. Il y avait une autre partie de ta question sur le nombre de fois par semaine. Alors, en fait, il y avait surtout une question sur quelqu'un qui a posé une question sur les méthodes d'entraînement par occlusion. Alors, je ne sais pas si tu as dit là-dessus, sur les diminutions de la perte qui pourrait être. L'occlusion, c'est. Par exemple, et qui peut s'entraîner du coup avec des charges légères en occlusion chez lui, s'il a le matériel, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, l'occlusion, c'est vrai que c'est une méthode en fait qui consiste à faire un garrot. On s'entraîner avec un garrot, c'est-à-dire que le muscle n'a pas d'oxygène mais doit travailler, puis ça induit un certain nombre d'adaptations. Et parmi les adaptations, eh bien, on obtient une hypertrophie qui peut être assez importante. Donc, oui, c'est une technique qui est utilisée pour ceux qui souhaitent obtenir une hypertrophie, qui donc là peut être utilisée. La question, je reviens toujours à la même chose, c'est que là, on ne s'adresse pas à des bodybuilders, on s'adresse à des joueurs de foot. Donc, si on l'utilise, bah oui, éventuellement, on va limiter la perte de volume, mais les joueurs de foot, à part quelques-uns, mais c'est pas des joueurs qui sont caractérisés par un volume musculaire très important. Ils sont caractérisés par un très bon équilibre entre le neuromusculaire, le musculaire et le métabolique, etc. Donc, le faire, oui, on va limiter éventuellement la perte de masse maigre. Mais imaginons qu'on maintienne, voire qu'on développe cette masse musculaire, de toute façon, ce sera juste de la masse musculaire non fonctionnelle. D'accord. Donc, on revient toujours au même. Hein. Il faut prendre le temps de la progressivité pour arriver à la motricité spécifique. Voilà.
c'est vraiment le maître mot depuis le début de l'après-midi, progressivité dans la charge et dans les volumes d'entraînement. Ouais, Et à ce propos, il y avait, je pense, il y a eu plusieurs réactions là-dessus tout à l'heure et il y en a encore sur le. Beaucoup de gens ont en tête cette infographie qui a été faite par Yann Lemer sur les tendons d'Achille et cette étude de Mayer sur l'effet du lockdown en NFL sur les blessures au niveau des tendons il y a d'Achille quelques années, ouais, ouais. quelques années de 2011, où on a vu une explosion des blessures au niveau des ruptures de tendons d'Achille après la reprise. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes contraintes que dans le football, puisque c'est du foot américain, mais est-ce qu'on a une idée de l'effet d'un arrêt comme celui-ci sur les tendons, l'effet sur les tendons, les articulations, et est-ce qu'il va falloir aussi éventuellement envisager un travail spécifique à ce niveau-là? On a bien compris qu'il fallait réintroduire de manière progressive la spécificité du football, puisque même si on n'a pas perdu au niveau athlétique, on n'est plus vraiment des footballeurs. Il va falloir se réhabituer progressivement à devenir des footballeurs. Mais est-ce qu'on a des infos sur les tendons? Alors, bon, moi, je ne connais pas spécifiquement cette littérature, donc je vais essayer d'apporter un élément de réponse, mais c'est vrai que là, c'est plus un avis personnel qui ne vaut pas plus que l'avis de chacun d'entre vous aujourd'hui. Le tendon, c'est bien sûr un tissu qui s'adapte. Il s'adapte pas autant que les autres tissus, on n'a pas la même marge d'amélioration, mais il s'adapte. Et il peut s'adapter assez vite quand même, mais ça prend quand même 2 semaines, 3 semaines. Donc forcément, ben, là, si on parle du tendon d'Achille, effectivement, on a une diminution des sollicitations, éventuellement des sollicitations qui sont plus autant spécifiques. Hein, si on fait de la musculation, c'est pas la même chose que si on fait une accélération quasi maximale sur 20 mètres ou sur 30 mètres. Hein, le tendon n'est pas utilisé de la même façon. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une désadaptation de ce tissu tendineux et que ben, il faut repasser par voilà, différentes phases de réhabituation. Après, je dirais que cet arrêt, il va certainement dépendre aussi beaucoup de l'âge des joueurs. Bon, on l'a vu avec l'exemple d'Ibrahimovic. Bon, rupture par rupture, on ne sait pas trop. Ça n'a pas l'air aussi grave que ce que tout le monde disait au début, mais malgré tout, voilà, un joueur âgé, eh bien, ce sont des structures qui ne vieillissent peut-être pas aussi bien que le tissu musculaire, où on voit c'est peut-être un joueur qui a conservé une excellente capacité de force et de puissance, mais si l'appareil locomoteur derrière ne suit pas complètement, on a un risque de blessure plus important. Donc peut-être ça dépend de l'âge aussi. Un jeune joueur, il faut quand même repasser par des phases de réhabituation, mais ça doit venir assez vite. Par contre, au-delà de 30 ans, on le voit avec la course à pied, là on voit avec quelques exemples dans le foot, là on est beaucoup plus à risque de blessure. Alors je ne sais pas si, enfin peut-être probablement qu'Emmanuel Laurent aurait une réponse beaucoup plus appropriée que la mienne, mais voilà en gros ce que je répondrai à cette question. On proposera à Emmanuel de nous répondre par écrit Oui. dans les réactions et je partagerai sa réaction auprès des spectateurs. Une dernière question, parce qu'on a pris un peu de retard. Il y a plusieurs réactions sur la stimulation du cerveau et l'imagerie mentale. Est-ce que, par exemple, entraîner son cerveau, faire de l'imagerie mentale pendant cette période de confinement, se visualiser en train de voir les gestes, de faire les gestes ou je ne sais quoi, peut permettre de limiter les adaptations. Est-ce que tu as des informations là-dessus? C'est un petit peu. C'est Sort un petit oui et oui. Oui, oui. Non, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'efficacité, beaucoup de disciplines, les gyms par exemple, hein, les disciplines artistiques qui l'ont utilisé de façon assez importante. Donc la réponse est oui. Et c'est d'autant plus important. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose au foot, malgré tout, par rapport à la gym. Mais je parlais de ce décalage qu'il pouvait y avoir à un moment entre le maintien de la condition physique, mais le fait qu'on a perdu hein, au niveau fonctionnel, au niveau spécifique pour son activité, comme la gym, par exemple. Là, ça permet, grâce à l'imagerie mentale, de limiter cet écart entre les deux. Mais néanmoins, c'est sûr qu'il y a un grand intérêt à utiliser cela. Après, pour une discipline comme le foot, euh, quel est le rapport coût-bénéfice? Je veux dire, quel est le poids hein, de cette imagerie et de pouvoir essayer de maintenir ces schémas moteurs euh, sur quel est le poids sur la performance? Je ne sais pas. Donc, c'est efficace. C'est évident que c'est très intéressant pour un grand nombre de disciplines.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour le foot? Là, je dirais que c'est plus aux techniciens de répondre. Ok, super, super. Bon, bah merci, merci beaucoup, Laurent.